Donc aujourd'hui, vous me sollicitez sur un sujet qui est très très intéressant et malheureusement ce sujet il n'est pas souvent abordé ou pas abordé du tout, peut-être par les instances internationales comme la FIFA et l'UEFA. Et on le voit même au niveau de la presse, c'est un sujet qui est peu abordé. Ce sujet consiste à dire pourquoi la FIFA n'interdit pas les sélectionneurs étrangers de coacher les équipes nationales. Je parle de l'équipe nationale, pas de club. Donc, cette question, à mon avis, elle est très très importante. Et essayer de comprendre cette question, pour essayer de comprendre cette question, je vais faire deux pistes. La première piste qui est une piste très favorable à cette souplesse de laisser l'équipe nationale coachée par un étranger. Et je pense apporter quelques éléments de réponse dans ce sens-là. Et le deuxième point, l'effet négatif d'accepter qu'on accepte qu'un sélectionneur étranger coach une équipe nationale. Donc je commence par le premier point, c'est-à-dire l'effet positif. Je pense que l'hypothèse que je mets en place, la FIFA donne cette souplesse de laisser les sélectionneurs et les staffs techniques étrangers coacher les équipes nationales, parce que la FIFA elle est dans des logiques de développement du football. Donc qu'est-ce qui l'intéresse de la FIFA? C'est essayer que le football se développe partout et il se joue avec une qualité. Et pour avoir ces qualités, des fois, elle ferme les yeux et elle laisse, par exemple, les pays émergents ou les pays qui n'ont pas les moyens d'avoir des connaissances sur le foot ou des cadres dans le domaine du foot, de laisser ces entraîneurs coacher ces équipes nationales. Donc, on comprend la logique de la FIFA. La FIFA, elle travaille pour le spectacle et pour elle, un des éléments qui ramène le spectacle, c'est la qualité d'entraîneur, et ça, c'est compréhensible. Mais par contre, l'effet inverse, et ça, c'est pour moi le plus important, et que la FIFA doit réfléchir pour avoir le pour et le contre, parce que des fois, en regardant un petit peu plus sur des questions profondes, on voit que peut-être cette souplesse, elle est aussi un frein pour le développement du football. Et pour moi, un des freins de ce développement, on voit que toutes les nations, et souvent les nations qui souhaitent ramener des équipes nationales, au niveau de la formation de leur cadre, c'est-à-dire les nations, ils ne donnent pas beaucoup d'importance à former leur cadre, à les mettre vraiment dans le dispositif favorable d'acquisition des connaissances et aussi d'acquisition des éléments liés au football de haut niveau et son développement. Et malheureusement, souvent des équipes nationales ou des nations choisissent les procédures faciles, c'est-à-dire ramener un entraîneur étranger pour une période de 2 ans, 3 ans, 4 ans, pour des objectifs de qualification. Et souvent, la plupart des équipes, cet objectif aussi n'est pas atteint. Même avec leur cadre n'est pas atteint, aussi les entraîneurs étrangers aussi peuvent échouer dans ce sens-là. Donc pour moi, le plus important, l'effet négatif de cette souplesse, c'est le fait de ne pas laisser les nations, obliger les nations, parce que les nations, s'ils ont une interdiction d'avoir des entraîneurs et des sélectionneurs, même staff technique étranger, ils seront obligés de former leur cadre. Et pour moi, le fait de permettre, aider et imposer à ces équipes ou ces nations à former leur cadre, ça permet aussi de développer le football en local. Et je pense sur le long terme, le football il se développera parce qu'on ne sera pas dans le football clonage qui est venu d'ailleurs, qui on va cloner dans des sociétés, dans des pays. Peut-être le football peut être aussi diversifié avec des nouvelles idées, de nouvelles conceptions de voir le football. Et je pense que chaque culture ou chaque nation, elle peut
apporter cette folie. Qu'est-ce que je vois actuellement en Coupe du Monde? Je vois un football qui est presque identique, un football qui est cloné. Il n'y a pas de créativité, il n'y a pas, parce que on est sur des modèles vraiment de formation des cadres qui est unique. Donc voilà la première question qui est centrale, c'est-à-dire l'effet d'interdire la FIFA interdit les nations d'avoir des sélections, même des staffs techniques étrangers, va permettre le développement des cadres dans des pays. Ça, c'est le premier point et le plus important. Le deuxième point que je vais évoquer, c'est un petit peu accessoire, mais très très important, qu'est-ce que je vois actuellement en Coupe du Monde, c'est-à-dire le protocole. Je parle de protocole, c'est-à-dire avant chaque match, avant chaque compétition, il y a un protocole à suivre, c'est-à-dire l'équipe nationale, on monte le drapeau et on fait l'hymne national. Et je me demande, à chaque fois que je vois cette situation, l'entraîneur qui est étranger a ce drapeau et ce hymne, il est là, il est présent par politesse, parce qu'il faut le faire. Mais je me demande pourquoi la FIFA, elle n'a jamais pensé à ces cadres qui ont participé de façon très active à ne pas monter aussi leur drapeau. Donc il y a un problème. Pour moi, le plus important, c'est le premier, c'est la formation des cadres. Et je suis plus favorable à interdire aux entraîneurs étrangers de coacher. Ils peuvent former, mais pas coacher les entraîneurs. Et en même temps, dans l'instant T, je me demande pourquoi la FIFA elle néglige ces entraîneurs qui sont des vrais acteurs dans les performances de leur équipe. Et ça, c'est vraiment un paradoxe que peu de monde peut-être a réfléchi à cette petite chose qui reste protocolaire, mais très très importante. Donc, je termine mon intervention pour dire que j'espère que d'ici peu de temps, les instances et les nations, même les nations eux-mêmes, réfléchissent un petit peu au destin de leur pays. Et le destin de leur pays, c'est essayer aussi de donner les moyens à leurs enfants de se développer à l'étranger et ramener des entraîneurs chevronnés pour les former. Mais on le voit, par exemple, chez quelques pays asiatiques comme la Corée actuellement, ils sont venus avec leur staff et c'est un pays qui n'a pas une grande culture, malgré il a participé à beaucoup de Coupes du Monde, mais toujours il est là. On voit l'Islande. L'Islande, c'est un petit pays, mais par contre, avec ses cadres, avec ses joueurs, il fait sa folie. Et le football, il doit rester comme ça, c'est-à-dire quand je viens avec mon équipe nationale, je viens avec mes compétences, les compétences de la nation, et avec cette compétence de la nation, pour participer à une fête, mais en même temps montrer qu'est-ce qu'on sait faire dans ce domaine. Et je vous remercie pour votre attention et n'hésitez pas à faire des retours par rapport à cette réflexion sur les entraîneurs étrangers. Merci de votre attention. L'étranger d'une sélection nationale est-il un non-sens? Alors expliquons-nous. La sélection nationale, en principe, est là pour représenter un pays, c'est-à-dire normalement son football, ses qualités, bref, faire l'apologie en quelque sorte de la nation, représentée ici par l'intermédiaire de 11, voire un peu plus, joueurs. Mais abordé comme ça, la chose nous semble finalement fausse, parce que l'entraîneur étranger, c'est vrai, si on le regarde comme ça rapidement, on pourrait se dire que c'est destiné finalement soit entre guillemets aux petits pays. Depuis 1974, à peu près la moitié des entraîneurs de l'Islande sont effectivement des étrangers, soit des pays autrefois en situation coloniale qui ont dû effectivement construire pratiquement toutes leurs infrastructures et se doter du personnel adéquat. Ça n'a pas été simple. Alors, si l'on prend le cas de la Tunisie, on remarque que, pour s'en tenir à la période toute récente, pratiquement la moitié des entraîneurs sont encore des étrangers. Si l'on regarde le cas du Nigeria, pays un peu plus important en termes de population, eh bien on se rend compte que de 1954 à 1984,
13 des entraîneurs sur 15, 13 sur 15 des entraîneurs du pays sont des entraîneurs étrangers. Et jusqu'en 1969, il n'y a que des entraîneurs étrangers. Alors, l'entraîneur étranger de la sélection nationale serait-il finalement l'apanage des pays récemment, en tout cas issus de la décolonisation, récemment émancipés ou issus de la décolonisation, ou de ce qu'on appelle entre guillemets des petits pays? Mais les choses ne sont pas si simples, parce que si l'on regarde la Russie, on se rend compte que celle-ci a fait également appel très récemment à des entraîneurs étrangers. Nous passons à Fabio Capello entre 2012 et 2015. On se souviendra que la France a elle-même fait appel entre 73 et 75 à Stéphane Kovacs. Et puis, si l'on remonte un peu le temps, on s'aperçoit très rapidement que les entraîneurs étrangers des sélections nationales sont une sorte de mode, mais en tout cas, c'est une sorte de constante. L'équipe d'Autriche, dès avant 1914, fait appel à Jimmy Hogan, un joueur écossais, qui devient l'entraîneur de l'équipe dans la perspective des Jeux Olympiques de 1916 à Berlin, qui n'auront jamais lieu, effectivement. Et dans l'entre-deux-guerres, les sélections nationales n'hésitent pas à faire appel à des entraîneurs réputés de pays, à l'époque, très importants sur la scène internationale du football. On pense pour l'Europe notamment à la Tchécoslovaquie, à la Hongrie ou à l'Autriche. Autrement dit, le sélectionneur national étranger, si on peut le dire comme ça, est loin d'être réservé à des petits pays ou à des pays nouvellement indépendants. Il est une constante, certes inégale selon les pays, mais il est une constante, qu'on le veuille ou non, du football. Et puis, soyons clairs, à un moment où finalement la question de la nationalité s'est grandement ouverte en termes de sélection nationale. Pourquoi un étranger ne serait-il pas un entraîneur d'une équipe nationale? Après tout, il y a mondialisation des effectifs, mondialisation aussi, d'une certaine manière, des pratiques, du jeu, des techniques de jeu, et vouloir se doter rapidement des atouts techniques offerts par ces hommes, eh bien, ne semble pas un non-sens. En revanche, on peut se dire que faisant appel indéfiniment, ou en tout cas trop souvent à des entraîneurs étrangers, eh bien, cela risque de freiner, voire d'empêcher l'émergence de talents locaux, voire de mettre en conflit les entraîneurs locaux et les entraîneurs étrangers, peut-être même encore plus inquiétant. Cela, le recours à l'entraîneur étranger n'est-il que finalement, dans certains cas, que l'émergence, ou du moins n'est-il que la partie émergée de l'iceberg, c'est-à-dire que des inconséquences au sein des fédérations nationales, des luttes d'influence, et empêchent peut-être l'émergence effectivement de cadres locaux qui préfèrent soit s'expatrier, soit finalement se retirer, laissant de facto le champ libre à l'entraîneur étranger. Pour participer à enrichir notre émission, apporter d'autres arguments ou proposer des sujets à traiter, vous pouvez soit nous écrire, soit nous envoyer une petite vidéo de 2 minutes maximum à cette adresse. Nous espérons que l'émission Le football dans tous ses états sera à la hauteur de vos attentes et qu'elle permettra d'enrichir vos connaissances dans le domaine du football.